Alors, ça se connecte. Est-ce que je peux rentrer dedans? Oui. Couper le son. Et ben, on va attendre un petit peu. Bon, alors je vais parler tout seul pour l'instant, parce que je vois que les gens ne sont pas connectés. De toute façon, ça sera enregistré. Donc, alors vous pouvez voir à ma coupe de cheveux que je ne suis pas vraiment réveillé. J'ai eu ma troisième dose de vaccin hier après-midi et je la supporte moins que les deux premières. Mais ça va aller. Ah, bah si, ça y est, il y a du monde qui arrive. Donc je vais pouvoir commencer et j'aurai pas l'impression de me trouver tout seul. Donc, bah écoutez, sympa à ceux qui sont connectés. Alors, tout ce dont je vais parler, c'est une ébauche, un truc que j'ai eu en tête là il y a une ou deux semaines, mais j'ai continué à gratter un petit peu dessus. Euh, alors, je vais essayer de pas être trop décousu vu que j'ai un peu la tête dans le seau aujourd'hui. Je m'étais posé la question, c'est comment aujourd'hui, si j'avais besoin de faire un CFP, un Call for Paper, un endroit où les gens peuvent proposer des abstracts pour des conférences, comment je ferais pour que ça soit le plus simple possible et que je puisse faire ça le plus rapidement possible et sans me poser de questions et sans que ça me coûte rien en fait, euh, ni en argent et si possible avec le moins de temps possible. À quoi ça pourrait servir? Bah, faire des mini-conférences, des confs éclairs. Par exemple, on pourrait imaginer, je vais faire un Twitch de 2 heures. Par contre, j'ai plus envie de bosser, j'ai plus envie de présenter. Alors, c'est très présomptueux de ma part, mais j'ouvre un mini CFP pour savoir si et faire des appels à contribution pour savoir s'il n'y aurait pas des gens qui voudraient venir présenter des choses sur mon Twitch. Moi, je servirais juste d'animateur à poser des questions, des choses comme ça. Ça doit pouvoir servir aussi pour des meet-up. Comme ça, c'est plus facile aux gens de proposer leurs idées de talk. Je vois, nous, par exemple, au GDG Lyon, la plupart du temps, on source nous-mêmes les speakers. On explique à ceux qui viennent que ce serait sympa s'ils pouvaient aussi faire des propositions de talk, qu'on prend les débutants, que ça nous fait plaisir d'avoir des débutants, qu'on peut les aider. Donc du coup, pourquoi pas faire un espèce de CFP aussi pour les talks, les meet-up, je vais y arriver. Alors, qui dit CFP dit que normalement, quand quelqu'un propose un talk, personne, à part les organisateurs et les reviewers, ne voit sa proposition de talk. Ce qui est sympa dans un CFP, c'est de pouvoir échanger aussi avec la personne qui a soumis le talk pour lui poser des questions, lui demander plus de détails ou lui dire ça serait bien que peut-être tu approfondisses plus ou des choses comme ça. Mais toujours en faisant que chaque personne qui propose un talk ne voit pas les talks des autres. Et en fait, c'est un matin en préparant une démo pour un client, mais sur quelque chose qui n'avait rien à voir, je me suis aperçu que finalement, le concept des confidential issues pouvait fonctionner et marcher pour ça. Donc j'ai fait un espèce de prototype et on peut quasiment faire un CFP comment dire, sans coder. Bon alors après j'ai rajouté un script quand même. Mais je vais vous... Alors j'ai préparé un peu un plan, je vais vous expliquer exactement comment ça marche, ce que j'ai en tête. Puis si ça intéresse les gens ou me donner des idées, je continuerai sur le sujet. Alors je vais partager mon écran. Hop. Voilà, donc là normalement vous devez voir euh, mon écran. Alors attendez, je cherche mes fenêtres. Hop, on va y arriver. « » Désolé, hein, je ne suis pas super synchro aujourd'hui, mais
j'ai vraiment l'impression que je suis dans du coton. Ce que j'ai fait, j'ai créé un groupe de niveau 1 sur GitLab. Alors après, ça s'adapte, vous faites comme vous voulez. Mais j'ai créé un groupe de niveau 1, j'ai appelé Convention, au pluriel, dans lequel je me dis, bah tiens, je vais héberger les conférences. Alors c'est virtuel, hein, je ne vais pas héberger les conférences, je ne pense pas. Et je suis en train de me créer un modèle de conférence, donc je l'ai appelé DraftCon. Donc si je vais dans... Alors, si, il y a un petit truc, parce que je vais vous le montrer maintenant. Il y a un petit truc dans mes... hop, on va y arriver. Je vais vous le montrer maintenant. J'ai créé une issue. Quand quelqu'un va créer une issue, euh, ça sera on va pouvoir lui ajouter des labels. Donc les labels, je les ai créés au niveau de mon groupe de niveau 1. Ça pourrait être au niveau des sous-groupes. Mais comme ça, je peux m'en servir pour toutes les confs. Donc c'est plus pour avoir le statut de la présentation, de quoi ça parle, des choses comme ça. Je vous en parle maintenant parce que ça a quand même une petite importance. Retournons dans mon groupe de niveau 1. Dans ce groupe-là, j'ai créé donc DraftCon, qui est la super conférence qui va avoir lieu bientôt. Donc c'est un groupe, enfin un sous-groupe important. J'ai créé dans ce sous-groupe 2 autres groupes. Un groupe qui sera le groupe pour l'équipe d'Orga et un groupe de reviewers. Alors après, ça pourrait être un seul groupe, hein, si vous adaptez. Dans ces groupes-là, il n'y a pas de projet. Il y a juste des membres. Donc voilà, là j'ai des membres qui font partie de l'équipe d'Orga. Et ensuite, j'ai des membres qui font partie des reviewers. Voilà, pas compliqué. L'avantage de les mettre dans un groupe, c'est qu'après, pour affecter un groupe de reviewers, un groupe d'une équipe à un projet, c'est super facile. Mais revenons à nos moutons. Donc, dans ce répertoire-là, ça pour l'instant, vous en occupez pas, je vais créer on va dire à chaque fois qu'il y aura une session qui va arriver de ma conf, de DraftCon, par exemple DraftCon de décembre ou de janvier l'année prochaine, je vais créer un projet que je vais appeler CFP. Donc si j'ai 10 sessions dans l'année, j'aurai 10 CFP. Ou un seul par an, tout dépend combien je fais de sessions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, je me suis fait un projet modèle qui va évoluer dans le temps, mais là, c'est pour donner un exemple. Dans ce projet modèle, je vais juste récupérer son adresse de clone. Je retourne sur ma conf. Je crée un nouveau CFP. Donc dans le groupe de la conf. Je vais dire importer par projet. Pour l'instant, je le fais comme ça manuellement. Après, ça peut se faire par script. Et ça permettra même de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, je vais l'appeler... hop. Twitch conf ou TwitchCon, on va la mettre en janvier, donc excusez-moi, 2022-01. Je vais la laisser en public. Le but, c'est que le CFP, tout le monde y accède. Je crée mon projet. Donc, ce projet-là, je vais lui ajouter déjà les membres des reviewers. Hop, donc je l'ai appelé groupe reviewer. Hop, comme rôle, développeur, ça suffit, mais je pourrais très bien les mettre mainteneur. Et je les invite dans mon projet. Ensuite, je vais inviter toujours en groupe l'équipe d'Orga, que j'ai appelé groupe crew. Hop. Que je peux laisser développeur ou mettre quelque chose de plus important si pour X raison il fallait modifier le CFP, lancer des scripts, des choses comme ça. Donc maintenant, si je vais regarder les membres qui ont accès à mon CFP, ils sont ici.
Euh, ouais, parce qu'en fait, dans mon template de projet, j'avais aussi mis les membres, mais un import via URL récupère pas les membres, alors qu'un import-export plus classique fait par l'API, par exemple, le ferait. Et pareil d'ailleurs pour les labels. Les labels, on y a accès directement parce que en fait, ils appartiennent au groupe de premier niveau, donc j'ai mes labels ici. Qu'est-ce que mon CFP a de plus? Laissez-moi regarder mes notes. Il a de plus que il a un template que les gens qui vont vouloir proposer des propositions sur le CFP devront utiliser. C'est un template d'issue. Pour créer un template d'issue, il faut le créer dans le répertoire .gitlab/issue_templates et puis vous créez un fichier Markdown. Donc il ressemble à ça. Je me suis beaucoup inspiré du CFP au hasard de Devoxx. Et donc, c'est ce que devra utiliser la personne qui voudra publier quelque chose. Donc, qu'est-ce que je me suis rajouté aussi? Alors, je ne sais pas si je l'ai récupéré, mais sinon, on va le faire maintenant. Je vais aller dans les settings du projet. Hop, je vais aller dans Default Description Template for Issue. Ouais, il ne me l'a pas récupéré. Donc, je vais faire un petit... qu'est-ce que je vais faire? Tac, tac, tac. You must use the proposal template. Alors je pourrais mettre le template en entier ici, mais faire un copier-coller, mais c'est comment dire, à modifier après, c'est un petit peu pénible. Puis on peut pas faire de merge request ni quoi que ce soit, ni de proposition d'amélioration. Donc je vais juste mettre un petit message qui apparaîtra en fait à chaque fois que quelqu'un crée une issue. Donc mon CFP il est prêt. Alors, dans un futur proche, je rajouterai tout ce qu'il faut pour faire des GitLab Pages, pour avoir une petite home page pour le CFP ou des choses comme ça. Mais là, pour l'instant, c'est la base. Il peut, à la limite, fonctionner comme ça. Donc, je vais me connecter sous un autre nom. J'ai préparé les navigateurs tout à l'heure, tout près. Donc, je vais rafraîchir, on va y arriver. Et on a dit que c'était la 2022. Donc je m'appelle Roro et je veux proposer une conf. Donc je vais aller dans les issues. Hop. Je crée une nouvelle issue. Donc vous voyez, ça me met par défaut qu'il faut bien que j'utilise le template The Proposal. Donc je le trouve ici. Je l'applique. Et j'aurai plus qu'à saisir selon ce qu'on me dit dans l'issue. Donc je vais donner un titre à mon issue qui serait WASM is fantastique. En ce moment, c'est mon dada et c'est ce sur quoi je m'amuse. Donc je fais une fixette dessus. Donc là, tout ce qui est mis en commentaire HTML, c'est des choses qui n'apparaîtront pas quand on va créer l'issue, mais ça permet de donner un guide aux gens qui saisissent. Donc là, par exemple, je vais pas raconter ma vie, hein, mais je sais pas, je vais vous parler de Wasm. Alors dans la vraie vie, il va falloir être quand même plus détaillé et expliquer ce que vous allez faire. Vous pouvez mettre un message pour l'organisation. Je fournis... Je sais pas pourquoi je tape toujours en majuscule. Hop, je fournis les bonbons si vous voulez acheter le comité. Je ne suis pas obligé de remplir tout ça à l'avance. On va voir qu'on peut le faire après. Et vous voyez un /confidential, ce qui veut dire que quand je vais créer l'issue, elle va être notée comme confidentielle. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a que les groupes que j'ai ajoutés et la personne qui a créé l'issue qui peut voir cette issue. On voit ici, hein, this issue, en bas à droite, this issue is confidential. Comme j'ai mis des cases à cocher, je peux préciser des informations sur ma conf. Donc, elle va être en français, ça va être plutôt un talk, je vais parler langage. Alors, on peut avoir plusieurs choix, hein, donc ça serait langage et web, par exemple. Plutôt intermédiaire. Et je vais faire des slides et du code. Et ensuite, je peux même dire, ça va être du WASM, je vais probablement parler de face,
de serverless et de Rust et de Go. Donc voilà, c'est tout ce que va faire ma conf. Alors, certains vont me dire, mais pourquoi tu ne mets pas des labels? Ça serait plus pratique. Alors, quand vous ne faites pas partie d'un projet, vous n'avez pas accès aux labels. Donc, on peut imaginer que c'est au moment de la qualification par les reviewers et l'équipe qu'elles vont qualifier en ajoutant des labels la conf. Donc, le faire à la main. Alors, je vous montrerai, je fais un petit script qui le fait automatiquement. C'est plus pratique. Je vais utiliser, alors je retourne sur la liste, j'ai créé mon issue, je vais utiliser un autre utilisateur qui veut proposer pour vous montrer que la notion d'issue confidential issue, je vais y arriver, fonctionne bien. Donc là, cette fois-ci, je m'appelle Swanou et je veux proposer un talk à ma conf. Donc si je vais dans la liste des issues, vous voyez que je ne vois pas l'issue que Roro a créé. Donc je crée une issue, comment je vais appeler ça N'oublions pas Scala. Et je vais appliquer le template, apply templates, hop. Je vais mettre, de quoi je vais parler, Scala est un JavaScript amélioré. Petit message à l'équipe, s'il y a des fonctionnalistes dans l'équipe, je suis désolé. Hop, donc, je crée l'issue. Je peux, comme tout à l'heure, aller lui rajouter des informations. Je vais dire cette fois-ci c'est en hands-on. Je parle plutôt langage. Je pense que l'audience pour un hands-on c'est beginner. Il y aura des slides et du code. Ouais. Alors j'ai pas Scala, j'ai oublié de mettre Scala dans le truc. Donc on va mettre Java, JavaScript. Et puis c'est tout, ça suffit. Maintenant, alors si je retourne voir Roro, que j'ai rafraîchi la liste des issues, il faut que je clique sur rafraîchir pour que ça marche, hop, vous voyez qu'il ne voit bien que son issue, parce que l'autre issue aussi est confidentielle. Donc maintenant, je vais me connecter en tant que membre de l'équipe, ou reviewer, je ne sais plus, je suis Hélène Ripley. Donc je vais rafraîchir juste pour avoir la conf. Mince, ah oui, c'est là, parce que je suis dans Firefox cette fois-ci et je ne sais plus l'utiliser. Donc je vais aller voir ma conf. Je vais aller voir les issues. Et là, je vois vraiment les deux issues. Donc en tant que, comment dire, en tant qu'orga ou reviewer, je peux aller lire une issue. Je pourrais éventuellement lui ajouter des labels pour que ça soit en cohérence avec ce que la personne a saisi, mais je ne vais pas le faire. On le fera par script, ça sera plus simple. J'ai un script tout prêt qui a l'air de bien fonctionner. Et du coup, en tant que reviewer ou équipe d'organisation, je peux voter avec les emojis. Donc, je ne l'ai pas fait là, mais ce sera pour plus tard. Je pense que dans les perspectives, c'est d'avoir un script qui retient les votes, qui extrait les, je sais pas, les 5 premiers, et qui à partir de ça génère le programme de la conf et le mettre sur une GitLab Pages, enlève ceux qui ont gagné, enfin ceux qui ont été retenus de mode confidential. Ça fait que ensuite les gens pourront venir mettre des remarques sur leur abstract et voire même mettre les emojis de leur choix pour dire qu'ils ont trouvé ça super bien, tout ça, l'équivalent des gommettes dans les confs qu'on a. Mais ça sera une autre partie. Donc voilà, comme ça, je peux aller noter toutes les issues. Et c'est pareil pour toute l'équipe en fait qui participe à la conf, enfin reviewer et organisateur. Ce qui facilite pas mal les choses. Après, par exemple, j'ai un doute et je veux contacter l'auteur, ben, je la notifie.
hop, euh, peux, peux-tu donner plus de détails? Et je commente. Donc ça fait que si je retourne sur le user concerné, pardon, j'aurai le commentaire. Alors en fonction de comment vous avez paramétré votre compte GitLab, vous recevrez même ça par mail et éventuellement vous pouvez même si ce n'est pas une bonne pratique, y répondre par mail. Mais je vais faire, je vais dire à Replay que c'est OK, juste pour montrer que l'échange se fait complètement et qu'en fait on s'appuie juste sur une fonctionnalité qui est l'issue confidentielle. J'ai encore, alors, hop, donc je vois le message de Swanou. Donc voilà, donc j'ai vraiment la base pour commencer à laisser les gens saisir leur abstract et à l'équipe d'orga ou de reviewer de commencer à poser des questions, voire noter et tout ça. J'aurais pu m'arrêter là, mais en fait, je me suis dit, c'est dommage, moi, l'histoire des labels, ça me gêne. J'aurais préféré que les gens, que ça se fasse automatiquement. Donc, j'ai fait un petit script. Alors, pour l'instant, à terme, je lancerai par GitLab CI. Pour l'instant, je lance à la mimine. Euh, il est présent ici. Alors, ça va prendre un petit peu de temps pour l'ouvrir, puisque le projet est tout neuf. Mais j'ai fait un script, en fait, qui récupère chacune des issues et qui va regarder si, comment dire, si dans les cases à cocher, elles sont en rapport avec les labels que j'ai créés dans le groupe principal. Et dans ce cas-là, si elles sont cochées, je vais ajouter le label. Alors vous avez vu qu'il y avait, pendant que ça s'ouvre, vous avez vu hop, qu'il y a un truc. Alors normalement, c'est une fonctionnalité de GitLab Premium, mais on a quand même accès à une petite partie, donc j'en ai profité. Euh, il y a ce qu'on appelle les scoped labels. Voilà, ici. Donc c'est un nom, deux points, une valeur. Et en fait, un scope label, vous ne pouvez pas les additionner. Si j'ai un kind code.ly, je ne peux pas avoir un kind slides and code. Ça veut dire que si je remplace, si je rajoute un, l'autre va disparaître. Et en fait, quand je le fais par script, ça semble marcher. Donc, quelqu'un peut changer d'avis dans ces cases à cocher. Si on repasse les scripts, ça fonctionnera. Donc, mon petit script, alors je suis tombé sur une libjs. Avant, je faisais tout à la mimine. Et puis, en fait, je suis tombé sur une libjs qui est super bien. Alors, vous pouvez le faire avec autre chose, bien sûr. Mais qui s'appelle afficher. Alors, il y a Devedoe qui dit afficher avec Grafana. Il faudrait que j'affiche les. Moi surtout, il faudrait que j'affiche les commentaires sur l'écran comme ça. Hop. Afficher avec Grafana ou autre le top 10 des CFP appréciés ou non. Ouais, ça peut être effectivement une idée sympa. Effectivement. Donc, ouais, mon script, il fait. Donc, j'ai dit, j'utilisais GitBeaker, qui est en fait une. C'est codé en TypeScript et ça permet d'utiliser l'API GitLab assez facilement. Et je me suis fait un script, alors c'est du batch, hein, mais en JS, ouais, il y a 77 lignes, c'est pas violent. Et donc, je vais le lancer. Hop. Hop, node qualify issue. Donc, ce qu'il fait, hein, c'est que il va chercher toutes les issues qui sont ouvertes, il va les parser, il va comparer à la liste de labels, et si ça existe, eh ben, il va ajouter des labels à l'issue. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il va faire aussi, il va supprimer des labels si on a décoché la box. Donc je vais le lancer. Ce matin j'ai réessayé, donc normalement c'est censé fonctionner. On dirait que ça a fonctionné. Donc maintenant, je me reconnecte, on va dire, en tant que replay. Je vais sur la liste des issues. Hop, je fais peut-être un petit refresh. Ah, mais je suis bête. J'ai oublié une modif et avec GitLab CI, j'aurais plus ce problème-là. Il faut que je dise sur quel projet je travaille. Donc je vais récupérer l'ID du projet. Il semblait bien que j'oubliais quelque chose. Hop, je vais le mettre ici. Et je vais relancer. Tac.
L'effet démo. Alors, normalement, cette fois-ci, ça devrait marcher. Si je vais sur mes issues, voilà, on voit qu'il m'a effectivement appliqué les labels en fonction de ce que les personnes qui avaient proposé euh, dans leur talk mettaient. Donc, si par exemple là on a un intermédiaire, euh, les credentials, ça se met où? Alors, il faut que je retrouve ma petite fenêtre. Les credentials, ça se met où? Tu veux dire quoi par credential en fait? Ah, les credentials pour l'API, tu veux dire? Oui, oui, oui. Alors, hop, excuse-moi. Dans mon fichier, alors je ne les ai pas mis dans le repository, bien sûr. Dans mon fichier, j'utilise une variable d'environnement qui est GitLab Token Admin. Et cette variable d'environnement, elle n'est pas dans mon projet. Alors, si j'utilisais GitLab CI pour le lancer, je pourrais la mettre dans les variables d'environnement du projet, qui ne sont pas accessibles aux gens qui n'ont pas le droit. Il se trouve que moi, là, ce que vous voyez, mon VS Code, en fait, c'est un VS Code sur le cloud qui est chez Gitpod, qui est fourni par Gitpod. Mince, j'ai plus. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est que. Et sur Gitpod, associé à votre profil, vous avez, ça doit être dans Settings, voilà. Hop. Vous avez des variables que vous pouvez renseigner. Donc moi, mon GitLab Token Admin, il est ici. Et je peux l'utiliser dans mes projets comment on dit, sans mettre en péril mon token puisque je l'ai commité nulle part. Donc voilà. Si j'utilisais GitLab CI pour lancer mon fichier JS, je pourrais mettre mes variables d'environnement. Je vais rafraîchir. Je pourrais les mettre dans les settings, dans CI/CD, hop, et dans variable, ici. Je pourrais mettre mes tokens, ou le mettre au niveau groupe, ou des choses comme ça. Et pareil, l'ID du projet, normalement, il y a des variables de CI/CD qui permettent de le récupérer automatiquement et je ne serai pas obligé de le mettre dans un fichier de conf et ça sera plus simple. Mais là, pour l'instant, j'en suis au stade de prototype. Donc le problème des labels, je vous en ai parlé. Le script, je vous en ai parlé. Le petit truc que j'ai pas encore fait, enfin j'ai joué avec, mais j'ai pas automatisé, c'est que, alors là je suis reviewer, donc normalement je dois pouvoir le faire. Vu qu'il y a des boards dans GitLab, ça permettrait de créer, bon, vous pouvez en créer plusieurs, mais on va utiliser celui existant. Ça pourrait permettre de créer des boards à partir de, je sais pas, par rapport aux techno, par rapport aux langues. Qu'est-ce que j'avais comme exemple? Je crois que j'ai des boards d'ailleurs. Dans mon premier exemple qui était plus travaillé. Attendez, je vais vérifier. Hop, ça doit être dans mon draft. Issue board. Voilà, on peut faire par exemple des boards en fonction du type de talk. Ça permet de reviewer peut-être plus facilement. On pourrait faire des boards en fonction. Alors pourquoi j'ai mis abstract? Je perds la mémoire. Voilà, en fonction du. On pourrait imaginer que vous affectiez des statuts à ce que vous êtes en train de reviewer. Donc, par exemple, j'ai en cours de revue, je peux avoir ben non, on va pas le prendre. Et puis un autre, ça a l'air pas mal, on va le mettre de côté. Et puis, finalement, c'est bien, on va le sélectionner. Le reserve, ça peut être pour, je sais même pas si on dit reserve en anglais d'ailleurs, ça peut être pour avoir des talks au cas où des gens comment on dit, se désisteraient.
Voilà, donc bon, mais cette partie-là, si je crée mes talks dans mon template de projet, si je crée les boards à l'avance, l'import-export que j'ai fait en passant par l'URL ne va pas les récupérer parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'un l'équivalent d'un git clone ce que j'ai fait. Donc ça ne récupère que la partie code source. Par contre, si j'utilise l'import-export, je pourrais avoir et mes boards, et mes issues, et mes labels, plein de choses. Donc ça sera un peu l'étape suivante de ce projet. Euh, Qu'est-ce que j'avais comme... j'ai encore 2-3 minutes à... J'avais donc, pour moi, le fait de le faire, je pense que c'est simple. Après, c'est vraiment plutôt destiné à des techs, hein, faut pas se leurrer. Mais encore que chez nous, chez GitLab, les commerciaux, ils utilisent les issues, le Markdown, etc., quoi. Donc, pourquoi pas. Le système de notation, finalement, il existe déjà. Le système de retour des gens, de feedback des gens avec les emojis, je pense qu'on peut faire quelque chose. Il suffit en fait de dire que quand vous avez par exemple tous les talks sélectionnés, que vous allez envoyer les notifications, d'enlever la propriété confidential et du coup ça sera accessible à la terre entière. Donc, alors par contre, est-ce que, bon, j'allais dire une bêtise, est-ce que si le truc est pas en confidentiel, est-ce que les gens sont capables de mettre s'ils appartiennent pas au projet, de mettre des emojis? On va voir ça tout de suite. Hop, donc mon issue n'est plus confidentielle, c'est laquelle que j'ai faite, d'accord. Donc normalement, Oro devrait arriver à la voir. J'aurais dû vérifier ça avant. Voilà, donc je vais voir la conf. Est-ce que je peux lui ajouter? Donc vous voyez, je vois les labels, mais je ne peux pas les modifier. Par contre, ouais, en tant que personne ne faisant pas partie du projet, je peux ajouter un emoji. Donc ça peut être une méthode pour faire du feedback à pas cher et pratique. Et voire même les gens pourraient discuter avec l'auteur de l'abstract après pour lui dire ce qu'ils en ont pensé, si des axes d'amélioration, des choses comme ça. Et après, si ça part en sucette, parce qu'on ne sait jamais, les admins peuvent bloquer l'issue, donc les gens pourront juste lire mais pourront plus contribuer. Donc je pense qu'on a globalement les fonctionnalités de base. Qu'est-ce que j'ai comme perspective sur ce projet-là? Donc, c'est faire un script pour les imports-exports, pour regarder les boards. Alors, qu'est-ce que me dit... Alors, j'affiche la question. Attendez. Question. Avec le Markdown, tu fais des cases à cocher, ce qui donne un formulaire pseudodynamique. Pouvons-nous aller plus loin en mettant une text area? Non, ça n'existe pas sur GitLab, ni sur comment ça s'appelle, ni sur GitHub, ni sur Bitbucket. Est-ce que ça aurait un intérêt? Je sais pas, parce que je détourne quand même le truc, hein, donc, mais voilà, mais non, non, c'est pas possible. Donc, on va dire mes next steps, pas forcément dans l'ordre, c'est faire une pages de GitLab juste pour annoncer le CFP, en faire une autre. Donc quand je dis une pages, c'est GitLab Pages, donc servir un site web sur GitLab à partir de ces informations-là, en faire une autre qui, une fois que les attendees auront été, pas les attendees, les gens qui ont proposé des abstracts auront été sélectionnés, générer automatiquement une page pour la conf avec le programme, faire un script de comptage des votes. Quoi donc encore? Et je pense que pour l'instant c'est tout. Mais si vous avez des idées, je suis preneur. Vous pouvez facilement me joindre sur Twitter à cette adresse-là. Je vais la mettre dans le chat en 3G. Org. Hop. Dévédoué. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Je vais mettre le lien aussi dans le lien du truc. Comme ça, vous pouvez à la limite suivre mes délires. Alors, qu'est-ce que tu dis? Alors, Golandercaria 333 me dit j'ai appris deux trucs.
Alors, je serais très curieux. C'est de savoir ce que tu as appris, en fait. Ça m'intéresse. Tac, on va mettre ça dans le. Hop. Alors, je sais pas, peut-être que Gondander Caria est déjà reparti ou qu'il y a du lag. Ou sinon, sur Twitter, tu me dis ce que tu as appris, ça m'intéresse. Et alors, je suis vraiment preneur si vous avez des idées. Je pense que ça peut servir à plein de trucs. Alors, la notion de template lors de la création des issues en interne, c'est le bordel. Personne ne respecte une nomenclature. Ouais, alors là, je te l'accorde. Je pense qu'il faudrait faire, du. Il faut faire de l'évangélisation. Moi, je suis vieux, des fois, j'ai envie de dire de l'évangélisation à coups de petites tapes derrière la nuque, mais on n'a pas le droit. Et la LibJS. Ouais, alors la LibJS, je suis tombé dessus la semaine dernière parce que j'étais à Montpellier chez Polytech et on a fait faire un exercice aux étudiants où il fallait qu'ils utilisent l'API GitLab et la plupart ont utilisé du Go, du Python. Il y en a un qui a utilisé du JS, mais je crois sans lib. Je suis pas sûr, il faudra que je lui demande. Et finalement, en les regardant faire et en voyant la vitesse à laquelle ils allaient, je me suis dit, mais en fait, j'aurais dû. Il faut que j'arrête de vouloir tout réécrire moi-même. Et du coup, je l'ai fait en. J'ai trouvé cette lib le lendemain et j'avoue que j'en suis plutôt fan. Elle est plutôt bien faite. La personne a pensé, je pense, à quasiment tous les objets de l'API GitLab. Comme il utilise du TypeScript, ça permet d'avoir un début d'intelligence, mais Philippe. Oui. Euh, donc Stéphane, ouais, et parfois ce qui reste le plus efficace, c'est la table derrière la nuque. Ouais, Stéphane, je sais qu'on est d'accord sur le sujet. Mais tu sais qu'on n'a pas le droit de le faire, hein, ou en tout cas, on peut le faire, mais virtuellement. Mais c'est clair. Mais je pense que de répéter les choses plusieurs fois, ça peut marcher en fait. Je m'aperçois dans les entreprises qu'il y a peu de gens finalement qui font le tour avec leur bâton de pèlerin pour dire aux gens, ça serait bien d'utiliser de cette manière-là. Mais ça viendra. Hein. Après, des fois, les habitudes sont dures à rentrer. Une petite anecdote avant que j'aille me coucher. Euh, dans les issues sur GitLab, moi j'ai des notifications et je reçois dès qu'il y a un changement, je le reçois par mail. Et potentiellement, je peux répondre par mail à l'issue et ça rajoute une note à l'issue. Ne le faites pas. Il y a un commercial qui. Ça arrive. Mais pas. Moi, ça m'est arrivé aussi, mais sauf que l'impact était moins visible, entre guillemets. On nous donne souvent des signatures de mail à mettre et j'avoue que je suis un très mauvais élève et je ne la mets pas. Et la dernière signature de mail qu'on nous a donnée, il y a un bandeau publicitaire, GitLab, DevOps ou DevSecOps, je ne sais plus, peu importe. Et il y a une personne que j'ai notifiée, mais qui a cru que c'était un mail en fait et qui a répondu à mon issue par mail. Et du coup, vous avez dans la liste des issues, alors c'est des issues confidentielles, vous ne les verrez pas, mais vous avez le gros bandeau dans le commentaire, les coordonnées de la personne et son historique de mail, qui est l'historique qu'il y a dans l'issue. Donc c'était rigolo. Mais c'est pas. Après, c'est mignon, entre guillemets. C'est la personne, elle vient d'arriver, elle n'a pas l'habitude. Mais j'adore, j'adore. Alors après, il faut pas. On peut jouer avec, mais non, je lui ai expliqué. Et puis elle m'a dit ah bah oui, effectivement. Mais sachez-le, si vous répondez par mail à une issue, ça peut faire bizarre. Du coup, bah écoutez, c'était sympa d'être passé. Alors, qu'est-ce que tu mettrais dans un juste Pop, 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 pop. Question de DVDOE. Qu'est-ce que tu mettrais dans ton GitLab Pages pour envoyer les CFP? Un lien vers le repo. Euh, je mettrais un lien vers la liste des issues en fait. Ou carrément un lien vers. Normalement, tu dois pouvoir faire un lien sur nouvelle issue. Attends, je ne dis pas de bêtises. Si je vais sur liste, hop. Ta, 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 ta. Là, je suis perdu, mais comment je fais pour y. Excusez-moi. Décidément. Pourquoi je suis. Alors, c'est moi. J'ai perdu mon bouton nouvelle issue ou c'est.
Ah, mais je suis bête, je suis dans le groupe, forcément, je ne peux pas créer une issue à partir d'un groupe. Il est réellement temps que j'aille me coucher, donc ce que je ferai, c'est je mettrai un lien vers... euh, pas un mail, hein, par contre, hein, non, non, non. Un lien vers... Donc je vais dans mon projet, je vais dans la liste des issues, et je pense que si je récupère l'adresse du lien, hop, voilà, je mettrai en fait un lien vers la création d'une nouvelle issue. Je pense que c'est le plus simple. Après, peut-être qu'il y a d'autres idées. Ou un lien vers la liste des issues. Mais là, ouais, c'est encore plus simple. Et je pense que ce que je ferai aussi plus tard, par exemple, alors attendez, mon, mon blog, en fait, c'est pas un blog, c'est je crée des issues et dans lequel je rédige mes articles et les gens qui veulent les lire utilisent juste GitLab pour aller les lire. Alors attendez, il faut que je retrouve le lien. Il est là. Donc tous mes articles sont à base d'issues. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis quand même fait une web app sur laquelle j'ai les dernières issues publiées par contre. Alors attends, il y a une autre question. Alors, pas tout à fait. Tu as besoin si, tu as besoin d'un compte GitLab, voilà, pour pouvoir créer une issue. Mais c'est pareil, si tu vas publier sur un CFP, de toute façon, il faut t'inscrire sur le CFP. Donc voilà, c'est j'allais dire le bémol. Moi, ça me choque pas, mais c'est parce que le compte GitLab, j'utilise tous les jours. Mais c'est comme quelqu'un qui utilise un compte GitHub. Après, quand tu vas te connecter sur, je sais pas, Devox, tu crées un compte, tu peux t'authentifier avec ton GitHub. Euh, et, euh, et, et puis voilà, mais ouais, c'est le passage obligatoire. Alors, ça marche pour l'adoption de GitLab. Bah écoute, ça me va. Euh, si je ramène une personne tous les jours, je serais content. Euh, voilà, donc du coup, si vous avez des questions, des idées, n'hésitez pas à me les envoyer. Euh, vous pouvez passer par Twitter, c'est le plus simple. En tout cas, je vous remercie d'être passé. C'est sympa de voir du monde. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de Twitch. Mais du coup, ça me redonne un petit peu le goût à le faire. Donc, je vais m'y remettre. Et puis voilà. Donc, on n'est malheureusement pas en week-end, mais c'est bientôt. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Alors je sais pas quand ce sera le prochain Twitch, on verra, parce que là, la fin d'année, je suis pas mal occupé, mais je vais essayer d'en faire un avant la fin du mois. Et puis, je vous dis à bientôt, et merci encore d'être passé. C'était super sympa. Salut!